Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de la Une francophone. Et pour cette Une francophone, Louise Arbour est en direct de Montréal avec nous. Merci de répondre à nos questions. Louise Arbour, vous êtes canadienne, vous êtes depuis mars dernier représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour l'immigration. Mais avant cela, vous avez été juge à la Cour suprême de votre pays, procureur en chef du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international pour le Rwanda à La Haye, aux Pays-Bas. Vous avez aussi déjà travaillé pour les Nations Unies en étant haut commissaire aux droits de l'homme, poste que vous avez quitté en 2008. Pourquoi d'abord revenir aux Nations Unies, presque 10 ans après votre départ, et pourquoi sur ce dossier difficile des migrations? Bien, écoutez, j'ai bien connu le secrétaire général, M. Guterres, alors qu'il était, lui, haut commissaire aux réfugiés, et moi j'étais haut commissaire aux droits de l'homme. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et quand il m'a demandé de venir l'aider sur ce dossier de la mouvance migratoire, je dois vous avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sujets qui m'auraient suffisamment interpellé pour me réengager dans un projet comme celui-là. Mais je pense que c'est une des questions peut-être les plus importantes là, avec les changements climatiques, évidemment, la résolution des conflits armés, mais je pense qu'au niveau international, il n'y a pas beaucoup de questions présentement qui sont aussi importante que celle de la migration. Pourquoi c'est important selon vous aujourd'hui? Bien, c'est important d'abord parce que c'est très mal géré. Je pense que ça a été assez évident là, quand on a eu au moins une perception, en Europe en particulier, que les gouvernements avaient perdu le contrôle de leurs frontières. Vous savez, aux Nations unies, la mobilité humaine, ça a été, je pense, jusqu'à peut-être les 10 dernières années, un sujet presque tabou. On parlait volontiers des transferts transfrontaliers des biens, des capitaux, mais pas des personnes. Et les États pensaient jusqu'à maintenant que ça relevait exclusivement de leur souveraineté nationale. Mais je pense que ça a été assez évident, particulièrement aux portes de l'Europe, mais ailleurs aussi dans le monde, aux États-Unis, en Asie. La question de la migration, ça se présente dans toutes sortes d'aspects très différents. Et en septembre 2016, les Nations unies, les États membres ont décidé, pour la première fois vraiment dans leur histoire, de se doter d'un pacte, un pacte mondial, 2 pactes en fait. Un sur les réfugiés, mais ça c'est déjà bien géré par une convention, et pour la première fois, un pacte mondial sur la migration, qui va être en fait, je pense, un système qui va faciliter la coopération entre États pour mieux gérer ce à quoi on doit s'attendre, c'est-à-dire une croissance avec les changements démographiques, les changements climatiques, les changements dans la nature du travail, avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'on doit s'attendre, dans les décennies à venir, à voir beaucoup plus de personnes se déplacer, et donc il faut que ce soit mieux géré. Pourquoi décider d'avoir ce pacte aux Nations Unies en 2016? Est-ce que, selon vous, c'est face à la montée de la xénophobie, face à ces migrants, justement, en Europe, aux États-Unis, en Asie, comme vous l'avez rappelé? Je pense qu'en septembre 2016, qui a été l'élément moteur de cette initiative aux Nations Unies, ça a été vraiment la volonté, particulièrement des pays européens, de s'adresser sur une base coopérative à cette question. Vous savez, l'Europe a très bien géré la mouvance migratoire à l'intérieur de l'Europe. En fait, c'est probablement la région qui est le plus avancée au niveau de la coopération entre États européens sur la mobilité humaine. Ce qui est devenu assez évident là, dans les années 2015-2016, c'est que d'abord l'Europe a fait face à 2 crises qui se sont fusionnées, c'est-à-dire d'une part une arrivée très importante de réfugiés qui venaient principalement de la Syrie, à travers les Balkans et ainsi de suite, et presque en même temps, ou dans la foulée, une vague migratoire qui venait principalement par la Libye, et surtout de pays africains, de personnes qui ne sont pas des réfugiés. Des réfugiés, ce sont des personnes qui fuient la persécution, généralement liée à des conflits armés. Alors quand ces 2 courants migratoires se sont présentés aux portes de l'Europe, je pense que les citoyens européens ont eu l'impression que, vraiment pour la première fois là, dans l'histoire moderne, leur gouvernement avait complètement perdu
le contrôle de leurs frontières et la gestion des personnes sur leur territoire. Et je pense que c'est ça qui... Mais entre-temps, il se passe beaucoup de choses en migration. La plupart des migrants, vous savez, il y a dans le monde aujourd'hui 250 millions de migrants. Et ils se déplacent pour la plupart dans leur propre région. Les Africains bougent à l'intérieur de l'Afrique avant de se déplacer vers l'Europe. La même chose en Asie. Il y a des déplacements très importants de population en Asie, des gens qui viennent des Philippines, de l'Indonésie, qui travaillent dans les pays du Golfe. Donc, ça se présente de beaucoup de façons. Et là, pour la première fois, je pense qu'on va essayer de s'adresser à toute cette question-là de façon à être mieux équipés, non seulement pour faire face à des grands mouvements de population, mais pour mieux gérer aussi les besoins économiques de l'Europe, qui va avoir une décroissance de main-d'œuvre importante dans les quelques années à venir. Mais comment le gérer avec des outils juridiques internationaux? Quand on voit par exemple ce qui se passe en Hongrie, cette décision d'un mur anti-migrants, la volonté de Donald Trump d'un mur entre le Mexique et les États-Unis, la situation en France aussi à Calais, quels outils allez-vous développer? En avez-vous les moyens? Écoutez, c'est cette initiative là, des États membres des Nations unies, à ce stade des pourparlers, on s'engage vers un pacte mondial qui ne sera pas contraignant au niveau juridique. Et je dois vous dire que ça ne m'inquiète pas beaucoup. Moi, je pense que si on met sur place une excellente base de coopération, au niveau, alors, développer des mécanismes de coopération au niveau bilatéral entre États, au niveau multinational, mais pas nécessairement qui s'appliquent de façon contraignante à tout le monde, je pense que ça va bien nous servir. Vous savez, on peut négocier des instruments contraignants, des traités, des conventions pendant des années, et finalement, ou bien c'est pas ratifié ou très peu ratifié. Il y a par exemple une convention sur les droits des travailleurs migrants, des membres de leur famille, qui est à peu près pas ratifiée par un seul pays occidental. Et ça a été négocié pendant des années. Cette fois-ci, je pense qu'on va essayer de négocier un pacte qui va favoriser, développer des instruments, favoriser un modèle coopératif. Par exemple, et c'est pas une mince tâche, je vous l'avoue, moi je pense qu'on doit persuader, entre autres les pays européens, d'ouvrir un plus grand nombre de voies d'accès légales à leur marché du travail. La plupart des migrants, à part les réfugiés, là on s'entend, on ne parle pas des réfugiés, mais des migrants qui s'avancent vers l'Europe, en fait, quand ils arrivent à entrer, très souvent par des voies irrégulières ou par des voies régulières, mais par la suite se retrouvent dans une situation d'irrégularité, par exemple, en ne respectant pas les termes de leur visa. Ces gens-là trouvent du travail dans l'économie informelle. Mais ça, c'est pas idéal ni pour eux, parce qu'ils sont dans des conditions de travail qui, très souvent, les exploitent. Ils ont très peu de recours. Et c'est pas du tout avantageux pour l'État non plus, qui n'a pas beaucoup de contrôle sur sa population. Donc, je pense qu'il faut développer... Vous savez, les voies d'accès, elles ont pas... C'est pas nécessaire que toutes ces voies-là mènent à la citoyenneté. Mais on doit augmenter les opportunités d'accès au travail, soit sur une base saisonnière ou périodique ou cyclique. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que le pacte va développer des initiatives qui vont bien servir les migrants, leur pays d'origine et leur terre d'accueil. Merci Louise Arbour. Et second combat, vous le menez aussi, notamment sur les réseaux sociaux et sur votre compte Twitter où vous postez des informations, des chiffres sur les migrants et notamment sur les impacts positifs de l'arrivée de ces migrants dans la société. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions depuis Montréal. Merci beaucoup.